654e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Un petit mot sur votre apparence de ce jour. Parce qu'il y a sûrement des gens qui vont penser qu'une fois de plus, vous êtes entré dans un meeting et que vous avez trouvé des adversaires. Non. J'ai mesuré que la terre était basse. C'est-à-dire que je faisais mon petit tour de marche dans la maison, dans la propriété, et je me suis pris les pieds dans un câble comment dirais-je, de la piscine, de la bâche de piscine, et je me suis aligné de tout mon haut, en quelque sorte, et un coup de tête sur une dalle. Heureusement, une dalle, ça aurait pu être de la terre, c'était moins dur, mais c'est très dur. Heureusement que j'ai une tête de breton. On dit une peine-calette, on dit en breton. Tête dure. Parachutiste un jour, parachutiste toujours. Oui. Enfin, j'ai bien résisté à ça quand même, mais ça m'a fait quand même quelques points de suture. Oh, à mon âge, c'est sportif. D'où les lunettes de soleil et ce petit pansement. Eh oui, ça m'aide. Alors, une situation internationale particulièrement tendue, ou présentée comme telle par les médias en tout cas, il faut essayer de faire la part entre la propagande et la réalité. Car nous nous retrouvons dans ces situations où, quand il y a une crise internationale, beaucoup d'experts se signalent par une indépendance dont on peut parfois douter pour essayer de comprendre ce qui se passe véritablement. Cette situation de l'Ukraine, avec les déclarations du président Poutine, ses intentions militaires, la reconnaissance de deux républiques dissidentes, la position américaine, les positions européennes, comment brosser à grands traits, et puis on entrera dans la précision, cette situation. Il ne faut pas oublier que les Russes sont des maîtres du jeu d'échecs. Par conséquent, le calcul minutieux des opérations d'apparence fait partie en quelque sorte de leur culture. Et ce qui fait qu'on n'est jamais sûr que le conflit ukrainien éclate. On ne sait pas, c'est toujours un petit peu, ça dépend aussi un petit peu des événements, des hasards, des autres, en quelque sorte. Hein. Les Russes ne sont pas seuls à jouer, là, les Ukrainiens jouent aussi, les gens de cette partie de l'Ukraine qui est russophone, et tout cela rappelle les Sudètes de la Deuxième Guerre mondiale, et on sait comment, sur cet épisode, dans le fond assez modeste, s'est déclenché une des plus grandes guerres de l'histoire du monde. Mais vous parlez des Sudètes, on pourrait aussi évoquer le corridor de Danzig d'une certaine manière. C'est tous ces souvenirs qui ont donné naissance, en tout cas aux causes immédiates de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des comparaisons en ce moment qui circulent pour faire du président russe l'équivalent des grands dictateurs du XXe siècle, éventuellement d'Adolf Hitler. Il y a des voix comme ça qui s'élèvent, qui dénoncent un esprit munichois de la part de l'Occident. Oui, ça c'est Bernard-Henri Lévy, qui est un paranoïaque de grande valeur. Ben justement, il parle du président Poutine. De grande dimension, pardon. On va de paranoïaque à paranoïaque, puisque Bernard-Henri Lévy dit que le président russe est paranoïaque, extrêmement dangereux. Il s'y connaît, en l'occurrence, il suffit de se regarder dans un miroir. Donc c'est un diagnostic autorisé de sa part. Mais tout de même, la position américaine, elle est assez incompréhensible, puisqu'au fond, si c'est si grave que ça, que lorsque le président Biden annonce qu'il n'y aura pas d'option militaire et qu'on se contentera de mesures... Je ne vois pas quelle option militaire serait possible sur le terrain. Les Américains ne sont plus en Allemagne, ils n'ont plus donc d'occasion, en quelque sorte, dite personnelle, et ils sont absolument totalement impuissants, là, en quelque sorte. Les Russes jouent facile, en quelque sorte. Vous pensez que le retrait assez douloureux et même piteux des États-Unis d'Afghanistan peut inciter les Russes à pousser leur avantage en termes d'honneur national, en quelque sorte? Une défaite américaine militaire d'un côté, une affirmation de la réalité russophile et russophone, telle que l'esprit national porté par Poutine est en train d'être partagé par l'opinion russe en général. Oui, mais on mesurera là quand même la dimension d'homme d'État de Poutine, qui a en effet un jeu de cartes remarquable dans cette opération et qui peut-être n'en abusera pas. C'est ce qui nous donnera d'ailleurs sa dimension internationale, en quelque sorte. Et j'ose espérer que c'est
cette option qui sera choisie par lui et qui n'ira pas plus loin que ces manœuvres assez spectaculaires des troupes aux frontières. Maintenant, personne ne peut, dans ce cas-là, avancer une hypothèse qui soit certaine. Vous vous souvenez peut-être que le président Gorbatchev a été l'objet de la part la plus forte et la plus résiduelle, la plus déterminée du parti communiste en train de disparaître en Union soviétique, d'une tentative de coup d'État. Est-ce qu'on est complètement sûr que les militaires russes, l'armée russe, ne peut pas déborder par des initiatives les ordres du Kremlin venant du gouvernement du président Poutine? Je ne crois pas. Je crois que l'organisation de l'État russe est suffisamment solide pour que l'armée obéisse en quelque sorte au gouvernement. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'initiatives, mais on ne sait jamais. On sait très bien que le rôle que jouent les incidents secondaires dans les grands conflits, l'occasion, enfin, en l'occurrence, apparemment, l'intérêt de tous et le nôtre, par la même occasion, c'est évidemment que la paix soit maintenue et qu'une négociation puisse s'engager en quelque sorte, qui puisse résoudre le problème, car il y a un problème qui est celui de cette partie de l'Ukraine qui est russophone et dans le fond russophile et indépendante théoriquement. Donc est-ce que les Ukrainiens vont admettre cette partition de leur territoire? Ce n'est pas sûr non plus. C'est là que les jeux des gouvernements et de leurs oppositions se développent et on ne sait jamais quel en sera le résultat. Alors, il y avait autrefois ce qu'on appelait les accords de Minsk, qui n'ont jamais été respectés. C'est-à-dire la partition, non pas la partition, mais l'autonomie des deux provinces qui viennent d'être reconnues par les Russes comme des républiques indépendantes. Autrement dit, il y avait des garanties internationales autour de ces négociations de 2014. Elles n'ont pas été appliquées ni par les gouvernements ukrainiens, qui ont eux-mêmes connu une révolution qui s'est produite, et on dit que cette révolution était europhile. L'avenir de l'Ukraine, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est l'indépendance d'une manière état tampon de sécurité que nous pourrions partager avec eux. Il y a des solutions diplomatiques. Comment voyez-vous les choses? D'autant, moi, je voudrais ajouter une question. Vous avez souvent parlé de l'Europe boréale, qui inclut la Russie. Autrement dit, l'intérêt de l'Europe de l'Ouest, c'est une alliance très forte avec les Russes, de manière à constituer cet ensemble d'équilibre mondial. Absolument. Le résultat d'aujourd'hui, c'est que le principal allié du président Poutine et de la Russie et du gouvernement russe se trouve être la Chine. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer complètement à l'envers de nos intérêts? Absolument, c'est très dangereux, cela. Il est évident que l'option à retenir, c'est celle qui maintient les Russes et même les attache très fortement à l'Europe, dont ils font partie, ce que j'appelle le bloc boréal, en quelque sorte. Hein. Et c'est cela qui me paraît être la solution d'avenir et la solution de paix, parce que toute autre solution repousse les Russes vers les Chinois, et là, il y a en effet une prise de risque formidable entre le plus grand espace territorial du monde et la plus grande population mondiale en Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, parce que chacun croit jouer en fonction de ses intérêts, sauf que le plus difficile, c'est quelquefois d'identifier ses intérêts à soi, parce qu'on peut se tromper d'intérêt, croire que ce sont des intérêts, et en fait jouer contre soi-même. Et je voudrais dire un mot du président de la République, parce que Emmanuel Macron a tenté quelque chose. Il s'est rendu en Russie, il s'est rendu à Kiev. Bon, il semblerait que l'Élysée ait annoncé quelque chose d'inexact, à savoir la perspective d'un sommet Biden-Poutine, et pourquoi pas à Versailles ou à l'Élysée ou quoi que ce soit de ce genre. Et puis, c'est pas du tout la tournure des événements. Alors, est-ce qu'il faut critiquer le président de la République pour sa naïveté ou le saluer pour ses efforts de remettre la France dans le jeu diplomatique? Je crois qu'il a essayé de jouer un rôle en sa faveur tout de même, surtout en période électorale proche. Et cela étant, je pense qu'il a été remis à sa place assez sévèrement. Lui-même ou la France d'aujourd'hui? Par là même la France, puisqu'il en était le représentant. Et la présidence de l'Union aussi, qu'il exerce depuis quelques semaines. Je pense que ça n'a joué aucun rôle. Alors nous y voilà, le président de la République, le 5 mars à Marseille, au lendemain de la finalisation des parrainages qui concernent les candidats à l'élection présidentielle,
Meeting du président sortant, redevenu candidat, le 5 mars à Marseille. Donc il y va, il se représente. Est-ce qu'il le fait en position de force ou bien est-ce qu'on peut craindre pour lui et pour ceux qui le soutiennent une cristallisation des contestations qui si souvent dans le pays se sont dirigées contre lui? Qu'est-ce que vous pensez? Il y aura un instrument de mesure, c'est que moi-même j'ai fait un grand meeting dans ce stade de Marseille, n'est-ce pas? Et par conséquent, il faudra qu'il fasse au moins aussi bien que moi. Alors vous, c'était 30 000 personnes, oui. C'était le dernier meeting de la campagne présidentielle de 1988. Absolument. Alors il faut donc que M. Macron fasse aussi bien que moi. Minimum 30 000, donc, puisque c'est le chiffre officiel reconnu par vos adversaires à l'époque. Absolument. Alors donc, nous l'attendons en quelque sorte à l'échéance. Et au rendez-vous populaire. Rendez-vous populaire. Vous pensez, c'est une question annexe, que les meetings et les foules qui se précipitent dans les meetings, ou au contraire les chaises vides, ont un rapport avec le vote final? Est-ce que l'époque n'a pas changé? Parce qu'il arrive parfois qu'on ait beaucoup de succès en meeting et que les scores à l'arrivée soient décevants. Oui, c'est vrai, mais quand même, il y a un rapport assez direct entre l'adhésion populaire quand elle est sincère, quand elle est vraie, parce qu'elle peut être aussi trafiquée, maquillée, mais quand elle est vraie, elle se traduit généralement quand même dans les urnes. Le mouvement des cœurs va en même temps que le mouvement des esprits. C'est une bonne idée pour Emmanuel Macron de démarrer par Marseille? C'est un risque. Et en même temps un formidable symbole, après tout. C'est vrai, mais c'est un risque. J'évoque un souvenir personnel. Quand nous sommes arrivés à Marseille pour votre campagne législative qui a suivi la présidentielle, dans l'avion, vous m'avez dit autrefois, Marseille, c'était la porte de la France sur le monde, maintenant c'est la porte du monde sur la France. Oui, hélas. Et c'est sûr que le problème de l'immigration continue qui pèse sur notre avenir est une des données fondamentales des choix politiques d'aujourd'hui et de demain. Un petit mot de la présidentielle en cours avec cette affaire lancinante des parrainages. Alors il semblerait tout de même que les trois principaux candidats en difficulté, qu'il s'agisse de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou d'Éric Zemmour, voient un petit peu, à travers des initiatives venant de l'exécutif, une porte de sortie honorable pour éviter le scandale absolu. Mais tout de même, ce système, c'est insupportable. Le fait que les grands candidats ne trouvent pas facilement, aussi facilement que les petits, un nombre de parrains est quand même assez symbolique de l'état de l'esprit civique français, de l'esprit public en quelque sorte. C'est que les maires hésitent, répugnent à s'engager même, comment dirais-je, apparemment, pour un candidat, puisque aussi bien ça n'est pas un soutien, c'est simplement un domaine administratif pratiquement. Ça n'est même pas une caution. Alors, évidemment, ces difficultés vont être résolues, je pense, par l'initiative de Bayrou ou une autre. Je pense qu'on ne peut pas laisser un des grands candidats sur la touche dans une élection présidentielle fondamentale. Et qui verrouillerait complètement le principe démocratique de l'élection, après oui, tout. c'est sûr. Personne ne peut se permettre de laisser faire ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux maires, quand même, puisqu'on est encore dans le délai, que quand on a la capacité de signer dans le contexte de l'élection présidentielle, c'est pas une corvée, c'est un honneur? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un honneur. Et moi, je dois dire que j'ai toujours eu une assez grande difficulté à réunir les 500 signatures. Les 500 signatures, parce qu'en effet, nous n'avions pas d'implantation locale comme l'ont les grands partis comme les Républicains ou des choses comme ça, qui ont des maires, des conseillers généraux, etc. Alors que nous, on travaillait en quelque sorte sans filet. Vous vous souvenez peut-être que c'est en 2002 que vous avez eu le plus de difficultés, l'élection où vous avez été présent au second tour de l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai. Ce qui est une démonstration de l'absurdité du système. Un drame maintenant dont je voudrais vous parler, c'est ce terrible accident de chasse qui s'est produit. Une jeune fille parfaitement à jour par rapport aux règles de la chasse, une promeneuse, son compagnon, sur un chemin de randonnée à proximité d'un endroit où les chasseurs menaient une battue, un tir sur un sanglier, raté, et la mort d'une innocente qui passait par là. Oui, mais il y a une chose qui me paraît étonnante quand même, c'est que la jeune fille a tiré sur le sanglier, par conséquent dans un axe qui allait vers la terre. Comment se fait-il que cette balle soit allée frapper latéralement
un couple qui passait par là, c'est malheureux, mais ça fait aussi partie des incidents de la vie, ça. On ne peut pas supprimer la chasse comme le demandent certains parce qu'il y a eu un accident mortel, ou bien alors il faut supprimer l'automobile aussi, qui en cause encore bien plus. Donc c'est raisonnable. Si je peux me permettre, les patinettes qui ont tué plus de gens que les chasseurs. Hein, oui, c'est vrai. Donc il faut relativiser la chose, c'est bien regrettable, c'est attristant, mais c'est comme ça. C'est la vie. La vie sociale comporte beaucoup de risques. Nous essayons de les réduire au maximum, mais ça n'est pas tout à fait possible. C'est néanmoins un drame affreux, mais qui ne remet pas en cause une tradition de régulation qui touche à l'écologie, les chasseurs après tout. Et puis, j'ai rappelé une chose que vous aviez dite il y a longtemps, il n'est pas mauvais que dans nos forêts, des gens circulent avec des fusils, parce que quelquefois on y trouve des implantations qui ne sont pas souhaitées. Absolument, absolument. Ils sont les gardiens du territoire. Je dois dire que les chasseurs sont les gardiens du territoire, sont eux qui circulent dans toute une série de parties du territoire français qui sont absolument pas fréquentées infréquentables, ou en tout cas infréquentées par la plupart des gens. Ils participent de l'équilibre général, social et politique, dirais-je, du pays. Un petit mot maintenant d'un groupe que vous avez adoré, aimé, qui a annoncé la fin de ses prestations. Je veux parler des Brigandes. Et les Brigandes, ce groupe musical national qui se dissout, en tout cas dans sa prestation musicale. J'imagine que les liens entre eux vont demeurer, mais en tout cas, ils arrêtent leur production musicale. Et un film se prépare pour raconter l'histoire des Brigandes. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, j'ai une grande admiration, une grande affection pour ce groupe qui est autonome, libéral et courageux, et plein de talent. Et évidemment, c'est une opération qui se termine, c'est un rêve qui aboutit en quelque sorte. Cela étant, je suis heureux d'avoir été des leurs et avoir participé, si peu que ce soit, à leurs prestations, car je trouve que c'est un groupe extraordinairement intéressant et par susciter comme ça, ex nihilo, en quelque sorte, une efflorescence du territoire d'un tout petit groupe qui s'exprime de façon absolument remarquable et agréable de surcroît. Et je regrette que les Brigandes cessent leur activité parce que j'aimais beaucoup les Brigandes. Mais vous savez que ce groupe a été l'objet de beaucoup d'attaques, ce qui peut expliquer aussi une forme de lassitude. Oui, mais bien sûr, mais l'initiative était remarquable, la poursuite l'était aussi, le dénouement était peut-être impossible à éviter. Longue vie à l'esprit des Brigandes, même sans les Brigandes. Je souhaite que d'autres groupes se manifestent avec cette sincérité, cette originalité et ce talent. Merci Jean-Marie Le Pen. La semaine prochaine, enfin, Marie d'Herbès. Ah oui, on n'a pas vu Marie, mais vous l'avez remplacée agréablement. Et puis, il était question de... Vous savez, Mardi Gras, les cendres, etc. Et vous savez que le chemin de Marie est balisé par ces dates très importantes. Au revoir Jean-Marie Le Pen. Merci. Merci.